Regardez-moi, j'arrive en pleine nuit à Astorga. Il est vraiment très tard. Non, je plaisante, le soleil est en train de se lever, nous ne sommes pas le soir, nous sommes le matin. Il est 8 h, il est 8 h du matin. Vous pouvez voir là-bas à l'horizon, ça se lève petit à petit. J'ai assez bien dormi dans ma petite forêt, je me suis levé, j'ai défait le camp et j'ai bougé. Car je me suis dit que j'avais envie de boire un truc chaud. Donc j'ai tracé ce matin, j'ai juste eu à remballer tout et vite venir ici. Et je vois qu'il y a un café là, non? Ça a l'air d'être ouvert. Donc voilà, on va directement commencer cette petite journée, pardon, par un café comme d'habitude. Ça, j'avoue, de beau matin, ça motive, ça fait plaisir. Je peux pas m'en passer quoi. Autant depuis que je marche, j'ai bu quasiment aucune bière, fumé aucune clope. Mais le petit déj du matin, putain, le café là, c'est ce que je préfère, je crois. Je suis en train de quitter Astorga. Ah, vous avez raté un truc, y a le bâtiment qui vient de sonner là. En fait, c'est deux mannequins qui tapent sur la cloche avec un bout de métal. Le son est affreux, mais c'est rigolo. Ah, j'aurais trop aimé que vous voyiez ça, quoi. C'est l'homme et la femme en haut qui s'animent et qui tapent sur la cloche, mais j'ai pas eu le temps d'allumer le téléphone. Oh, regardez comme c'est mignon comme tout ici. Astorga. Je crois qu'il y a un délire avec le chocolat ici. Je vois pas mal de boutiques de chocolat et de trucs. Il y avait pas mal d'enseignes. Je pense qu'ils ont leur propre chocolat ici. Et leur propre Ku Klux Klan aussi. Hier soir, j'ai dû m'endormir, je crois qu'il était 19 h 30. Et ce matin, je me suis levé, il était 7 h 30 à peu près. Donc j'ai fait un tour de cadran complet. Je pense que j'ai besoin de sommeil, je sais pas. En fait, j'ai remarqué, c'est depuis la ville de Léon. Je suis comme éclaté en fait. Ou alors j'ai chopé un coup de froid ou je sais pas quoi. Je me sens pas spécialement mal, mais je sens que je suis un peu tout le temps fatigué. Après, ça doit être aussi le froid, le fait de porter un sac lourd, le fait d'enchaîner 30 km, enfin tout ça. De pas toujours bien manger non plus. Je sens que là, j'atteins, je suis vraiment sur mes réserves et sur mon... Je suis vraiment en mode survie, justement. D'ailleurs, quelqu'un m'a posé la question si j'avais perdu du poids. Oui, on perd toujours un peu de poids quand tu marches. Surtout que tu es dans l'effort toute la journée, du matin au soir. Donc ouais, moi, en tout cas, j'ai tendance à m'affiner quand je marche. Et c'est pas pour me déplaire. Bon, en tout cas... aujourd'hui, c'est mon 55e jour de marche sur le Camino Frances, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous regardez donc le 55e vlog, j'espère qu'il va vous plaire. Je vous souhaite une bonne vidéo. Salut tout le monde, je m'appelle Céleste Grant et vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Bienvenue pour ce 55e vlog. 55, ça fait déjà 15 jours que j'ai repris, hein, parce que j'avais repris au vlog 40. 15 jours, 2 semaines que je suis déjà de nouveau dehors dans le froid à marcher tous les jours, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. J'analyse pas. En même temps, j'ai l'impression d'y être depuis plus longtemps. Genre, j'ai l'impression que ça fait 2 mois que je marche. Et en même temps, pas si longtemps que ça. Enfin, je sais pas, c'est un sentiment vraiment bizarre. Mais bon, chaque jour, pas après pas, on avance, jour après jour, on s'approche de l'objectif. Alors, aujourd'hui, je vise une ville qui s'appelle Rabanal del Camino. C'est un peu l'étape conseillée pour la journée. Alors, comme d'habitude, hein, je fais sans carte, sans GPS. Je vais où mes jambes me portent et où la lumière me guide.
Dès l'instant qu'il fait nuit, j'essaye de m'arrêter. Donc sans carte, sans GPS, je suis simplement les marquages. Mais globalement, je me cale sur les étapes conseillées parce que ça me donne des objectifs, histoire de me ménager afin que soit je fasse pas trop de kilomètres dans une journée, ou soit au contraire que je ne fasse pas assez. Le fait d'avoir une ville à destination, un objectif, ça me permet quand même d'avoir un certain rythme. Donc Rabanal del Camino, qui est, je sais pas, je crois une trentaine de kilomètres. J'ai pas regardé, j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que ça commence à grimper aujourd'hui. Enfin, on va quitter ces plaines horribles et on va commencer à se taper de la montagne. Et je crois même, je vais pas dire de bêtises, qu'on se tape un point assez haut, jusqu'à 1500 mètres. Alors je sais pas si c'est aujourd'hui que j'y serai ou demain. Mais là, on va commencer à entamer de la montée. Donc il était temps, parce que j'espère que ça va surtout changer les décors. J'en pouvais plus de ces plaines, de ces routes, de ces camions. On va forcément s'éloigner des grands axes. Et ça fait plaisir. J'ai remarqué qu'il y a un profil type de pèlerins qui font le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors c'est un profil type, c'est-à-dire que je vais énumérer une liste d'exemples. Je vais généraliser, hein, comme j'adore le faire et comme vous adorez que je le fasse. Mais c'est vrai en fait. Depuis longtemps que je fréquente le chemin, parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois, du moins la partie française. Là, la partie espagnole, c'est une première pour moi, mais en France, j'avais déjà fait plusieurs fois depuis très jeune. Bref, et je tombe souvent sur un même cas de figure de pèlerins. Il y a assez peu de pèlerins finalement qui font le chemin dans une démarche purement spirituelle de pèlerinage justement. Il y en a assez peu. Au final, il y a beaucoup de gens qui font ça suite à des... Tu sais, ils sont perdus dans leur vie, ils sortent d'une rupture amoureuse, ou suite à un deuil, pour faire le deuil, des gens qui ont fait des burn-out au travail, qui ont besoin de faire un break. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi tout simplement le sportif, le gars qui s'en fout vraiment de la religion, lui, c'est juste pour lui un objectif de plus à atteindre, une marche. Et là j'en ai croisé un il y a 2-3 jours. Lui, il s'était fixé pour but d'atteindre Santiago en je crois 5-6 jours. Donc il était en mode 50-55 km par jour. C'est-à-dire qu'il marchait comme ça, tac tac tac, ultra vite. Enfin, autant pas faire le chemin si c'est vraiment pour courir quoi. Ou alors il y a des jeunes aussi, il y a pas mal de jeunes. Enfin, les jeunes sont rares, attention. La moyenne d'âge du chemin, c'est quand même c'est du 40-50 hein. C'est la moyenne d'âge. Le jeune est assez rare, mais il y en a. Il est pas rare, non. Il est juste moins nombreux. Il y a du jeune aussi, mais le jeune, pareil, c'est souvent des... Il n'y a pas spécialement derrière, comme je disais, une démarche purement spirituelle, j'ai l'impression. Alors, peut-être qu'à y est, mais qu'ils se l'avouent pas à eux-mêmes, tu vois. Ils osent pas dire, ouais, vas-y, je fais le chemin pour le côté spirituel, tu vois. Vu qu'ils sont jeunes, ils ont encore ce truc où ils n'assument pas leur religion ou leur foi, j'ai envie de dire. Du coup, ils font ça entre potes, presque en délire, ou comme un challenge qu'ils se donnent à eux-mêmes. Mais vraiment, je suis rarement tombé sur un pèlerin qui vraiment, quand tu lui dis pourquoi tu fais le chemin, te répond juste parce que je suis chrétien et j'ai envie de faire ce pèlerinage parce que c'est un pèlerinage qu'il faut au moins faire une fois dans sa vie, quoi. Il y en a assez peu, quoi. Il y a toujours des grandes explications derrière. Il y a toujours tu comprends, besoin de faire un point sur ma vie. Alors je juge pas ces personnes, hein. De toute façon, il faut bien un début à tout. Si certains ont besoin d'attendre une rupture amoureuse pour se lancer, tant mieux. Hola, gracias. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, c'est mine de rien le reflet de beaucoup de choses. C'est toujours le reflet de ces gens qui attendent que les choses aillent mal pour seulement se lancer. Ils attendent d'être tristes, d'avoir une rupture amoureuse ou je sais pas, de se sentir mal ou faire un burn-out au travail, d'être viré par exemple, pour seulement commencer à se dire, à se remettre en question. Et je trouve ça dommage parce que c'est un peu comme ces gens qui finalement vont se mettre à croire en quelque chose, à sortir de leur athéisme. Ces gens qui vont commencer à se tourner vers Dieu, on va dire, seulement quand ils sont sur leur lit de mort, tu vois. Ils ont passé toute une vie dans l'excès et sans jamais se questionner quoi que ce soit sur la spiritualité ou la foi. Et puis par contre, quand ils sentent que le vent tourne, quand ils sont en PLS sur leur lit, là d'un coup, merde, vite, je vais peut-être essayer de croire en quelque chose avant de mourir. Et en fait, on retrouve ce symptôme
chez beaucoup de gens qui par exemple ne vont jamais prier ou ne vont jamais s'adresser, faire un souhait à l'univers, au cosmos, et puis par contre quand ça va mal ils vont le faire. Ah tiens, un membre de ma famille est malade, je vais peut-être aller allumer un cierge. Ah tiens, il m'arrive du négatif, je vais peut-être commencer à faire une prière. Et en fait ce que j'essaie de vous dire par ça, c'est que pourquoi vous attendez que ça aille pas? L'univers à qui vous vous tournez lorsque vous faites une prière ou une pensée ou allumer un cierge ou ce que vous voulez, même un souhait d'enfant en fait, un vœu quoi. C'est quelque chose qui est valable tout le temps, même quand ça va bien. Et je pense que les gens n'en seraient que plus heureux et plus reconnaissants de aussi des fois faire une prière même quand tout va bien justement, pour remercier la vie que tout aille bien. Et faire le chemin, pour moi c'est un peu pareil. Faut pas attendre spécialement que ça aille mal. Allez-y même si tout va bien justement. Venez y amener des bonnes ondes. Venez y amener des bonnes ondes. Pourquoi toujours demander au Seigneur, ah ça va pas, viens m'aider, je suis malheureux. Mais jamais aussi juste le solliciter et entre guillemets le déranger pour lui dire ah ben en fait ça va, merci quoi. Remercier la vie tout simplement quand ça va et quand vous allez bien. Parce que moi je me mets à la place du Seigneur par exemple. Ça me saoulerait d'être toujours dérangé pour des gens qui viennent gémir et se plaindre, mais qui sont jamais venus nous remercier quand tout allait bien. J'essaie de le voir un peu comme ça. Bon là je personnifie tout ça. Mais c'est juste que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur vie sans jamais vraiment se questionner sur eux-mêmes et qui attendent vraiment toujours les moments négatifs ou les moments où ça va mal. Et je pense que l'état d'esprit du chemin, il y a un peu de ça. On retrouve de cette idée de les gens qui attendent toujours une mauvaise passe. N'attendez pas pour faire le chemin d'aller mal, mais également dans vos prières, pensées, vœux, souhaits, ce que vous voulez, faites-le même quand tout va bien. Justement pour remercier la vie que vous êtes dans un élan positif. Est-ce que comme moi vous vous êtes toujours demandé où étaient fabriqués les pylônes électriques? Bon bah j'ai trouvé ici un entrepôt de poteaux. Ça m'étonne pas de l'Espagne ça, que ce soit ici qu'on trouve ce genre de conneries. Il n'y a plus rien, je rentre chez le gars. Putain mais c'est genre il y a un mec qui s'est dit un matin tiens je vais créer un business, je vais fabriquer des poteaux en ciment. Mais en même temps bon faut bien qu'il y en ait qui. C'est vrai que quand on en voit faut bien qu'il y en ait qui fabriquent quoi. Ouais bah c'est vrai on n'y pense pas mais c'est normal qu'on n'y pense pas après, c'est parce que c'est aussi pas le genre de truc qui fait rêver quoi. Voilà, des poteaux tout neufs, voilà où ils sont créés. Alors dedans c'est creux ces trucs là. Ah intéressant, ça vous intéresse? Ouais. Super. Voilà, et vous en avez un à l'extérieur qui est positionné. Quand j'étais petit, je grimpais moi sur ces trucs-là, ouais, c'était dangereux. Et là, je vois qu'ils viennent de créer le concept de mettre du ciment dans le petit carré. Ah, c'est pas bête, faut y penser. Comme ça, tu peux pas grimper. Ouais, ok. Ah non, mais c'est clairement plus avancé que chez nous en Espagne. C'est évident que c'est plus avancé que chez nous. Alors, aujourd'hui, beaucoup de chance, il fait beau. Je suis en train de quitter un village dont je n'ai pas fait attention de son nom. Et là, je quitte le village, je continue le chemin. Et là, ce que je vois devant moi, c'est que déjà, je vois des montagnes. Je vois de la verdure. Et je vois un peu des ambiances. Ça a l'air enfin d'être un peu mieux qu'une nationale, du moins. Donc, j'espère pas trop m'emballer vite. Mais il était temps parce que j'en pouvais vraiment plus. Ces derniers jours pour moi ils ont été durs. Ils ont été durs. Durs parce que je vous explique, quand tu es dans des beaux paysages, tu as quelque chose auquel te raccrocher quand tu marches. Tu es là, ça te stimule, ça t'apporte même de l'énergie. Puis ça a été prouvé quand tu traverses des forêts ou des endroits où il y a des arbres, ça te redonne de l'élan, ça te revitalise, ça te stimule, et donc forcément c'est presque inhumain de passer dans des déserts où il n'y a rien quoi. Et à la rigueur un vrai désert avec des dunes et du sable, je pense qu'il y a quelque chose de poétique, mais pas un désert avec des semi-remorques, des nationales et des champs labourés quoi. Donc là on s'approche déjà un peu plus d'un truc verdoyant,
c'est con, il m'en faut peu, mais ça m'a tellement manqué que je sens déjà que là, ça me stimule un peu, tu vois déjà. Genre juste parce que je vois 3 buissons, je sais pas, il se passe quelque chose déjà. J'ai l'impression de quitter, mine de rien, le beau temps pour m'avancer vers quelque chose de plus gris et nuageux. Ah là là, j'espère que... Ouais, en même temps c'est normal, si je prends de l'altitude, risque que la météo soit plus capricieuse. Alors ça fait un petit bout de temps que j'ai une idée de sujet pour les vidéos que vous regardez, ces vlogs. Donc je vais vous en faire part et vous me direz ce que vous en pensez. En gros là, vous l'avez compris, chaque vlog, je vous filme en plus de mon chemin. À chaque fois j'essaie de trouver un petit thème sur lequel déblatérer, réfléchir. Finalement on fait ça un peu tous ensemble parce qu'après le lendemain, une fois que la vidéo est en ligne, je vais voir vos retours, vos commentaires. Je rebondis sur vos commentaires, rappelez-vous, je les lis tous. Et du coup, c'est comme ça alimente toujours le vlog du lendemain d'un nouveau thème, d'un nouveau sujet, d'un nouveau débat, ce genre de truc. Et alors, vu qu'on est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est un pèlerinage, vu que dans ces vidéos, je vous parle quand même assez souvent de foi ou de spiritualité, ou disons le mot, de religion, il y a un sujet que je trouvais intéressant, je vous explique. Hier j'ai sorti un vlog sur les jeux vidéo. J'ai sorti un vlog sur les jeux vidéo et je vous ai pas parlé d'un jeu vidéo qui m'a pourtant bien marqué, qui était sorti sur PS2 ou PS3. Non, c'était la PS3, je crois, PS3. Ce jeu, c'est Dante's Inferno, l'enfer de Dante en français. Et c'est un jeu qui s'inspire du roman éponyme La Divine Comédie, l'enfer de Dante. En gros, c'est 3 bouquins. T'as l'enfer, le purgatoire et le paradis. Et moi j'ai découvert l'existence de ce bouquin via ce jeu vidéo. Ce jeu vidéo était très bon, hein. En fait chaque niveau c'était un des cercles de l'enfer. Et du coup grâce à ce jeu je me suis intéressé au livre justement. Donc j'ai lu l'enfer de Dante, simplement la partie de l'enfer, hein. Parmi toute la Divine Comédie j'ai simplement lu l'enfer. J'ai pas lu le purgatoire ni le paradis. Et ça m'a, pendant longtemps, ça m'avait, j'ai adoré ce truc-là. Donc tu vois, c'est grâce aux jeux vidéo que finalement je suis après intéressé à la littérature et à Dante et au poète Virgile et à tout ce que le bouquin proposait. Et donc ce que je voulais dire par là, c'est que, en gros, globalement, tu vas suivre le personnage principal qui descend en enfer pour récupérer sa femme. Ça fait penser un peu aux métamorphoses d'Ovide. C'est des thèmes moi qui m'ont toujours plu, cette descente aux enfers où tu vas au plus profond finalement de toi-même pour essayer après d'en ressortir. Et en plus c'est par amour. Donc en gros Dante décide de descendre dans les profondeurs de l'enfer et l'enfer est dessiné par niveau, par des cercles, ce qu'on appelle. À chaque palier, il y a un vice, un péché. Donc c'est l'équivalent des 7 péchés capitaux, sauf que là dans le bouquin, il n'y en a pas 7, il y en a 9. On appelle ça des cercles, c'est les cercles de l'enfer. Et donc on va dire que tu descends du moins grave, du vice le moins grave jusqu'au plus grave. Et en gros, à chaque niveau, il y a une leçon à tirer sur toi-même et sur ta vie. Et donc ce que j'aimerais vous proposer, c'est qu'on va analyser ces 9 cercles ensemble, en commençant par le premier qui est les limbes. Et à chaque fois je vais prendre un des cercles, enfin dans l'ordre, et on va un peu parler dessus. Et moi en même temps ça me permettra de faire une mise au point sur ces vices, sur ces péchés, est-ce que je m'y retrouve, est-ce que je m'y retrouve pas. Et en plus de ça, ça me donne comme ça 9 sujets pour les 9 prochaines vidéos. Aujourd'hui on va parler des limbes. Qu'est-ce que c'est les limbes? Je vais vous en parler, mais d'abord j'arrive dans un village, donc je vais le traverser. Arrivé sur Santa Catalina de Somoza. Je sens déjà que j'ai pris un peu d'altitude. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est un peu plus feuillu, vallonné. J'ai presque envie de dire enfin. Enfin une arrivée bien sympathique sur un petit village là. Petit chemin de pierre bordé par des petits murets. Il en faut peu, mais c'est quand même pas compliqué. Voilà, faites des ambiances les Espagnols. Ils aiment bien la couleur jaune en Espagne. Ça va le chien? Je suis en train de faire une pause dans une sorte de café-restaurant. Petite cheminée
Deuxième petit déj. En fait, je m'arrête juste pour prendre des petits déj, quoi. C'est juste ça mon repas. Bien sympa ici avec la petite cheminée là, ça le fait bien. Ils font du bruit les Espagnols quand ils parlent. Ça m'a fait du bien de faire une petite pause là dans ce village. Je me suis pris une pomme, ils vendaient des pommes. Je sens que j'ai besoin de manger des trucs légumes ou fruits parce que trop du gras partout. Peut-être qu'aujourd'hui, si je continue de monter, je vais rattraper la neige. La prochaine grosse ville là où je suis censé arriver ce soir, elle n'est pas à 1500 mètres. Là je parlais avec un pèlerin rencontré. Elle est à 1100 mètres. Donc c'est demain par logique que je monte à 1500 mètres. C'est marrant parce que le pèlerin avec qui je parlais, il parlait français. Mais il n'était pas français, il était espagnol. Et je lui dis, ah t'es espagnol? Il fait, ah catalan. C'est déjà le deuxième catalan que je rencontre. Et je me remarque qu'ils mettent ils mettent un point d'honneur à préciser qu'ils sont pas espagnols et que c'est catalan, c'est autre chose. Et ça, je sais que moi qui ai souvent bossé dans les Pyrénées orientales, en France, à côté français, j'avais remarqué ça aussi, que le catalan français se revendique catalan, tu vois. Il n'est pas français, il n'est pas espagnol, il est catalan. C'est assez marrant parce que bah, pour les gens qui ne sont pas catalans, pour finalement nous un espagnol c'est un espagnol quoi. Je quitte ce petit village où il fait beau. C'est déjà un peu plus. J'aime bien les décors là, il y a un petit côté Aubrac. Mais par contre devant moi ça s'annonce nuageux, pluvieux, couvert, gris. On verra. Nous verrons. Inch'Allah comme on dit. Bismillah Nardine. Bon, on va parler donc des limbes. Qu'est-ce que les limbes dans l'enfer de Dante? Alors, les limbes dans la Divine Comédie, écrit par Dante Alighieri, je sais pas comment on prononce ça. C'est un roman italien en fait, hein, l'enfer de Dante. Du Moyen-Âge, c'est vieux, ça date des années, la fin 12e, début 13e siècle. C'est vraiment la littérature, c'est italien, c'est la littérature italienne du Moyen-Âge. C'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que c'est un peu au Moyen-Âge, c'était à fond christianisme. Et du coup, c'était un peu le premier roman, le premier livre, en dehors de la Bible, qui se tentait de décrire l'enfer, le purgatoire, qui est entre le paradis et l'enfer, et le paradis. Et c'est un roman qui a connu un énorme succès. Et moi, du coup, comme je vous l'ai expliqué, je l'ai découvert grâce à un jeu vidéo. Pour parler des limbes, c'est le premier cercle de l'enfer. Donc déjà, pourquoi des cercles? Parce qu'en fait, ça symbolise un peu cette spirale. Souvent, on parle des péchés capitaux. On dit qu'un péché t'amène aux autres. C'est pas genre juste tu es vertueux toute ta vie, c'est que tu es un peu gourmand, tu iras en enfer. C'est pas ça, c'est que souvent un vice en amène à un autre. Et c'est cette spirale infernale, ce cercle vicieux, et non pas vertueux, ce cercle vicieux peut t'amener vers finalement la déchéance. Alors déjà avant de s'intéresser aux limbes et aux cercles et aux péchés capitaux, je vais vite fait vous exprimer mon avis sur le paradis ou l'enfer. Je ne crois pas à l'enfer, voilà, tout simplement. Je ne pense pas à l'enfer d'un endroit où tu seras éternellement dans la douleur. Je n'y crois pas une seconde. En fait, je vous explique, je pense que le paradis et l'enfer dans la Bible ou dans les textes religieux, c'est une manière de décrire ta vie sur terre. En gros, un vice
t'amène à un autre et du coup fait de toi une mauvaise personne et finalement tu es ton propre enfer. Tu es ton propre enfer et le temps de ton passage sur terre, tu vas être quelqu'un de mauvais, de négatif et qui sera finalement malheureux et dans la douleur et dans la peine. Donc en fait, pour moi, la description de l'enfer et du paradis ou la description des péchés, des vices ou au contraire d'être vertueux et dans le juste, c'est quelque chose qui te rendra soit ta vie meilleure, soit ta vie moins bonne. Pour moi, c'est ça la représentation de l'enfer sur terre, hein, mais aussi le paradis sur terre. C'est en fait le corps humain est un temple sacré. Et en fonction de tes actes et de ton comportement, tu seras soit quelqu'un qui est négatif et donc malheureux, et donc ton propre enfer c'est toi-même, soit tu es quelqu'un qui est heureux, positif, optimiste, et donc ton propre paradis c'est toi-même. C'est un peu ma vision. Donc les limbes, premier cercle de l'enfer décrit par Dante. Les limbes sont un endroit où on retrouve les gens qui n'ont pas spécialement commis de péché ou de faute, mais c'est un endroit où les gens n'ont pas eu la foi et n'ont pas été baptisés. Alors c'est assez extrême à l'époque, hein, c'est vraiment une manière de dire t'es pas baptisé, bon bah tu vas en enfer. Hein. C'était un coup de pression un peu en mode ah t'es pas baptisé, bon allez hop, enfer. Donc déjà là-dedans tu retrouves tous les auteurs grecs, hein, comme Ovide par exemple, Héraclès, Platon, Socrate, tu retrouves tous ceux qui sont nés avant l'apogée du christianisme. Moi pour le coup je ne serais pas aussi extrême, je ne pense pas que si tu n'es pas baptisé, tu n'as pas ta place au paradis. Là où par contre c'est intéressant, c'est sur la foi, parce que c'est aussi les gens qui ont refusé de prendre un chemin spirituel et qui sont restés dans quelque chose de très matériel et sans chercher à s'élever. Et là pour le coup c'est un thème qui m'intéresse parce que moi j'en parle souvent, je suis souvent là à tacler sur les athées ou à parler des laïcs, de la laïcité qui a fait pas mal de dégâts dans notre société, parce qu'en fait même si vous pensez avoir votre propre libre arbitre en étant athée, en pensant que c'est votre choix, en vous prétendant plus intelligent, en vous disant ben voilà sans Dieu ni maître, moi je suis libre comme ça, je suis responsable de mes propres actes, personne n'est au-dessus de moi, je suis un anarchiste, tout va bien. En fait vous vous refusez un chemin qui est agréable, celui de la foi tout simplement, celui de la spiritualité. Et je pense que c'est ça le plus vicieux hein, chez les athées, c'est que en fait vous vous persuadez en ne croyant en rien que votre vie en est meilleure. Or je trouve ça d'une tristesse sans nom que de passer sa vie à ne croire en rien. Comment ne pas s'émerveiller tous les matins d'un lever de soleil ou d'un coucher de soleil? Comment ne pas pleurer de joie face au miracle de la vie tous les jours qu'une femme va mettre au monde un enfant? Comment ne pas constater la nature qui, toutes les saisons, meurt et renaît au printemps? Enfin, en fait, des miracles, on en est entouré tous les jours. Comment ne pas... En fait, pour moi, être athée, c'est simplement refuser une évidence. C'est juste que j'ai remarqué souvent ce qui fait peur à ces gens-là, c'est le dogme des religions. Ce qui fait peur à ces gens-là, c'est souvent le côté petit Jésus dans la crèche, le petit côté, voilà, la prière, c'est le côté religieux qui souvent fait que ces gens sont hermétiques à ça. Mais en fait, c'est d'une tristesse, parce qu'en effet, même si je peux comprendre que des fois les religions sont un dérivé trop extrême, je trouve ça vraiment dommage, les athées, je m'adresse à vous là, de refuser de croire en une sorte d'énergie ou de vie ou de l'amour, finalement, l'amour qui est une sorte de force qui transcende tout. Je trouve ça, pour moi, c'est vrai que les athées sont, je crois que c'est un des trucs que je déteste le plus, un athée, quoi. Parce que souvent l'athée va pour compenser son manque de foi, va compenser derrière dans un extrême matérialiste. Donc il va être pro-maths, pro-scientifique, pro-analyste, il va toujours être dans l'analyse, décortiquer, essayer de comprendre la vulgarisation des choses, et il va être souvent abonné à Nota Bene et y penser. Il va être à fond avec Astrono Geek et ce genre de chaîne à la con qui en fait vire toute magie du monde en fait, tout simplement. Donc c'est-à-dire c'est des gens qui se persuadent qu'ils sont heureux dans le côté très matériel des choses, mais au final vous tirez une balle dans le pied en fait. Vous vous empêchez à vous-même
une sorte d'élévation spirituelle, ce qui est fort dommage, parce que je pense que vous avez fait un blocage. Et le pire, c'est que souvent, les athées sont des traîtres à leur propre culture. C'est-à-dire que souvent, les athées, là, en France en tout cas, déjà, l'athéisme, c'est quelque chose qui est très français, j'ai l'impression. Dans les autres pays, ils ont souvent des religions dominantes. C'est un truc qui est très... la fierté française depuis la Révolution, en fait, depuis la Révolution française. Mais en fait, souvent, c'est là où il y a des traîtres parmi nous, c'est que dans leur famille, ils sont pas athées. Souvent, tu remontes à la génération d'au-dessus, hein, juste les parents ou les grands-parents, c'était des gens très croyants. Donc il y a comme une pseudo-volonté de contrarier la famille et la descendance en s'opposant à ça, s'opposant à la religion, en mode non, non, moi je suis pas croyant, j'ai pas été baptisé. Et il y a cette fierté qu'on retrouve, hein, c'est toujours lié à la gauche à toute manière, cette fierté de se revendiquer rien, de se revendiquer au-dessus. Et du coup, finalement, c'est toute cette génération de boomers qui est partie dans l'ultra-consumérisme, la génération micro-ondes, quoi. Voilà, de devenir chef d'entreprise, micro-ondes, belle voiture, c'est une génération très matérialiste, très matérialiste. Et je pense que là, derrière, il y a un peu une nouvelle génération qui est un peu plus portée sur la foi, plus que sur la religion, mais en tout cas sur la foi, parce que c'est souvent cyclique, c'est des oppositions. Autant eux, ils ont eu leurs parents trop chrétiens, du coup eux sont partis dans quelque chose de très babos, anarchiste, sans Dieu ni maître, très humaniste. Et puis à l'inverse, la génération d'après, c'est des gens qui sont tellement déstructurés, qui ont besoin de retrouver certaines vraies valeurs. Il n'y a qu'à voir sur YouTube toute... Il y a une génération qui symbolise bien ça, c'est tous les jeunes là, qui bossent à l'atelier Missor. Je ne sais pas si vous connaissez ça sur YouTube. Missor, c'est un gars qui fait des sculptures sur internet. Et puis en fait, il y a tout un groupe de jeunes là, d'une vingtaine d'années, entre 20 et 30 ans, avec Barbares Civilisés, tout ça, qui se sont associés à lui. Donc en gros, tu suis des auto-entrepreneurs qui font de la sculpture et qui essayent de redorer un peu l'image de la France en faisant des bustes de Napoléon, Nietzsche et ce genre de trucs. Et en fait, tous les petits gars qui bossent sur cette chaîne ont également leur propre chaîne. Je ne me rappelle plus leur nom. Et à chaque fois que tu vas voir leurs vidéos, c'est toujours pareil. Tu t'aperçois qu'en fait, ils sont en train de découvrir qu'en fait, finalement, ils se pensaient plus intelligents. Parce qu'ils l'avouent eux-mêmes, là. Ils se pensaient plus intelligents. Ah merde, mon bâton. Ils se pensaient plus intelligents en s'étant détachés d'une forme de foi, de spiritualité, en s'enfermant dans les jeux vidéo et tout ça. Ils se pensaient libres. Et en fait, ils se rendent compte, en grandissant, que finalement, il n'y avait pas que du mauvais à l'époque. Que finalement, il y avait du bon dans tout ça. Bon, bref, je m'égare. Tout ça pour dire que dans ce cercle qui est les limbes, on retrouve également des gens qui n'ont pas spécialement commis de péché. C'est des gens qui ont plutôt été gentils et bons, mais qui n'ont pas été tournés vers la foi. Et c'est assez intéressant parce que du coup, ça souligne aussi, est-ce que une vie où tu es simplement gentil et sans couleur, c'est-à-dire tu es juste passif, gentil, voilà, tu n'es pas un méchant, tu es quelqu'un qui ne fait pas de mal, mais est-ce que cette vie-là, quand tu as un peu de couleur tiède finalement, est récompensée? Alors oui, en effet, tu n'as pas commis de crime, tu n'as pas commis de délit, tu n'as pas fait de mal à autrui, mais est-ce que au final, d'avoir été dans une sorte de passivité et de neutralité est récompensé? Et finalement, ce que l'enfer de Nantes nous dit, c'est que non. Au final, tu as tellement été neutre et passif, tu t'es jamais exprimé, que finalement, ben, tu mérites d'aller en enfer. Tu mérites d'aller en enfer dans ce premier cercle. Alors dans ce premier cercle aussi, on y retrouve des ambiances un peu plus glauques, hein. Tu as tous les bébés morts-nés. T'as tous les nouveau-nés qui sont morts, qui n'ont pas eu le temps d'être baptisés. Bon, bref, après c'est l'enfer, hein, c'est pas censé être glamour comme endroit non plus. Et du coup, voilà un peu ce premier cercle, tout ce qu'on retrouve. Mais moi, ce que je retiendrai, plus que ce côté non baptisé, parce que ça, j'avoue que c'est un peu trop... Pour moi, c'est un peu trop extrême. Tu peux pas dire... si vous voulez, je connais des gens qui sont pas baptisés, mais qui sont beaucoup plus portés sur la foi, sur la spiritualité, voire même sur la religion, qui ont une forme de respect pour la religion, et qui finalement, je sais très bien que ils auront leur place au paradis, tout simplement. Parce que quand ils font une prière, elle est sincère, hein, ils écoutent leur cœur. Et je veux dire, il est vrai que c'est pas un baptême qui t'ouvre les portes du paradis. Enfin, moi en tout cas, c'est pas comme ça que je vois la chose. Et je sais très bien que
que Dieu, dans sa grande miséricorde, ne va pas fermer la porte. Il est au-dessus de ça, en fait. Il est au-dessus de cette loi purement humaine qui est, oh bah t'es pas baptisé, vous voyez, presque c'est de la superstition, quoi. T'es pas baptisé, donc tu vas en enfer. Donc ça, moi, pour le coup, je m'y attarde pas plus. Par contre, ce que je trouve intéressant, hein, comme je le dis, c'est ce côté, les gens orientés, non orientés vers la foi, ou non orientés vers la recherche d'un meilleur, qui restent finalement dans leur confort, dans leur zone, et qui se posent pas les bonnes questions, et qui finalement sont sur Terre simplement pour se lever le matin, manger le midi, faire l'amour et se coucher le soir, quoi. Et qu'il n'y a rien, en fait, il n'y a rien, aucune recherche d'une élévation spirituelle. Et même si le mot spirituel ou foi vous fait peur, prenez le mot, mettez un autre mot, ne serait-ce que développement personnel. Une volonté de s'améliorer, en fait, plutôt que de rester dans une sorte d'acquis. Et ça, je trouve ça intéressant, les limbes, pour ça, ce questionnement du dépassement de soi. Et même les gens, je le répète, gentils, même les gens gentils qui finalement n'ont rien fait pour aller en enfer, et qui finalement s'y retrouvent, parce que en fait, justement, ils n'ont rien fait. On aurait préféré qu'ils fassent quelque chose, quitte à ce qu'ils se plantent, au risque d'aller en enfer. Mais justement, leur fadeur absolue, leur côté vanilla, comme on pourrait dire, les amène tout droit en enfer. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant comme réflexion. Voilà, je m'arrête ici pour les limbes. Et donc, demain, nous verrons le prochain cercle de cet enfer. Je viens de penser à quelque chose. En fait, le problème par rapport au christianisme et à la religion chrétienne, c'est que, comme je le dis souvent dans ces vlogs, c'est quelque chose qu'on ne peut plus mettre en avant. Maintenant, quand tu dis bonjour, je suis chrétien, on se fout souvent de ta gueule, c'est quelque chose que les gens n'assument pas, à cause de l'athéisme, à cause des autres religions. Les autres religions, tu ne peux pas les attaquer. En fait, écoutez bien, tu ne pourras jamais dire « Ah, j'aime pas les musulmans » parce qu'on va dire « Ah ben t'es raciste, tu vois. Ah, t'es un facho. » Tu vas pas dire « J'aime pas les juifs » parce que sinon t'es antisémite. Il y a des mots pour dire les gens qui n'aiment pas. Le chrétien, on peut pas. Il n'y a pas de mots. Un mec va pouvoir dire en toute impunité « Ah, j'aime pas les chrétiens, ils sont cathos de droite là, ils sont cucu avec leur Jésus-Christ et tout. » Il n'y a pas un mot pour dire « Ah, mais t'es un fils de pute en fait. » Il n'y a pas le truc contraire. Alors, expliquez-moi pourquoi. Enfin, je crois qu'il n'y en a pas, à moins qu'il y ait un mot pour ça. Mais en fait, je pense que il faudrait, vu qu'on vit dans un monde tenu par la culpabilité, c'est-à-dire que tu peux pas dire ce que tu penses sur les musulmans ou sur les juifs, parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient t'attaquer. Genre, ah t'es antisémite, on te montre toujours du doigt. Ah t'es nazi, ah t'es facho, ah t'es raciste. Mais en fait, il faudrait l'équivalent du chrétien français, quoi. Comme ça, dès l'instant que tu te fais attaquer, soit par les blancs athées et les traîtres qui n'assument plus la religion, soit par une autre culture, hein, simplement un arabe ou un juif qui se fout de ta gueule, parce que t'es qu'un goy ou t'es qu'un babtou, il faudrait le truc genre, ah mais en fait t'es vachement... Et là t'es sortir le mot, quoi. Ah t'es vachement christianophobe, quoi, ou je sais pas comment pour dire. Ah putain, mais ouah, t'es un catholicophobe. Putain, ça craint, ouah, tu vois. Putain, mec, c'est chaud ce que tu dis là. Il faudrait créer cette putain de culpabilité chez ces fils de pute. Comme ça, ils se diraient, hein quoi, merde, ça y est, ils auraient enfin leur étiquette. Genre, mais mec, attends, tu peux pas dire ça va pas à la tête. Tu vois, exactement comme on fait... Genre, tu vois, genre, mais non, attends, tous les musulmans sont pas des terroristes, qu'est-ce que tu racontes? Je parle moins fort, mais non, attends, tous les juifs tiennent pas les médias, mais qu'est-ce que tu dis? Ils gouvernent pas le monde, arrête, on va se faire gauler. Tu vois ce que je veux dire? Il faudrait ce truc-là, quoi. Mais non, mais qu'est-ce que tu dis? Putain, les chrétiens sont pas des pédos. Tais-toi. Il faut trouver ce putain de mot, les gars. C'est ça la solution. Utilisons les armes de nos ennemis. Utilisons les armes de la gauche. Collons des étiquettes. Vraiment. Parce qu'ils ont cette liberté, cette impunité de toujours, vu que c'est la gauche qui est dominante, tu le vois bien même, tiens regarde, il y a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Hugo Décrypte, c'est un petit jeune qui lit l'actu, il explique aux autres jeunes, c'est une chaîne YouTube, l'actualité. Et j'ai remarqué, à chaque fois qu'il parle par exemple de Zemmour qui cherche à devenir président, il utilise toujours un champ lexical très sournois qui en fait influence sa communauté. C'est toujours cet écrivain qui a souvent eu des procès pour des propos racistes, ou cet écrivain d'extrême droite, il va toujours accentuer le côté regardez, c'est un grand méchant en fait. Mais en fait, c'est parce qu'en ce moment c'est la gauche qui domine, que du coup pour eux, si tu dis je suis de droite ou d'extrême droite, c'est méchant. Mais pourtant, quand tu dis que tu es de gauche ou d'extrême gauche, c'est pas pris comme une insulte.
Et pourtant, pour moi, c'est plus insultant d'être traité de gauchiste que de droitard. Et en fait, il faudrait réussir à réinverser la balance. Parce que comme je dis, vu que la prédominance, en tout cas la bien-pensance, vient de gauche, ils ont ce truc de toujours montrer le doigt, genre ah oui, putain, non, vous comprenez, c'est un droitard. Mais ils disent ça comme si c'était genre ah là là, mince, c'est un droitard. Mais t'es là, bah oui, mais alors t'es bien un gaucho, toi. Enfin, je veux dire, en fait, même pas qu'est-ce qu'on s'en fout. Je veux dire, si tu utilises la droite ou l'extrême droite comme une insulte, non mais ce mec-là, c'est un gars d'extrême droite. En fait, tu peux l'utiliser au même niveau de la gauche. Je dis, mais ce mec-là, c'est un mec d'extrême gauche. Aïe aïe aïe, ça craint. Donc t'imagines, putain, avec ses valeurs humanistes, là, c'est vraiment une sous-merde, quoi. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est que faut qu'on utilise les mêmes armes. Donc, créons un mot. Alors, je sais pas quel mot. Je cherche. Faut trouver un putain de mot où en fait, quand on te dit, c'est pour ça, moi je vous dis, quand on me dit, oh là là, Céleste, mais en fait, t'es un facho. Enfin, maintenant, ma blague la plus drôle, c'est de répondre, bah oui, pourquoi pas toi. Enfin, tu sais, genre, tu mets l'autre face à son absurdité, quoi. Genre, bah oui. À partir du moment où tu réfléchis, tu peux que forcément devenir facho. Parce qu'être facho, c'est ça. Un facho, pour eux, c'est dès l'instant que t'as pas les mêmes idées qu'eux. Mais en fait, t'as pas les mêmes idées qu'eux dès l'instant que tu réfléchis par toi-même. Hein. C'est aussi con que ça. En fait, tu peux être forcément de droite et d'extrême droite. Mais même moi, j'ai du mal à me dire que je suis de droite parce que même moi, j'en ai honte. Ça a tellement été imprimé en moi que quand on dit ça, on a toujours peur de se faire taper. Genre, désolé, je suis de droite. En fait, il n'y a rien. Je veux dire, c'est un bord politique, en fait. C'est un avis. T'as le droit d'être de droite comme t'as le droit d'être de gauche. Il est vraiment temps d'inverser les tendances, les gars. Faut vraiment plus se laisser emmerder par tous ces connards. Du coup, il faudrait trouver un truc pour dire. Ah bah remarque, on peut dire athée. Hein. Ah t'es athée. Ouais, ça craint, putain. Ouais, remarque, on peut dire ça. Athée comme ça fout tout. Parce que l'athée est souvent de gauche. Hein. Donc comme ça, tu fous bien tout là-dedans. Genre ah ouais merde, t'es athée et tout. Ah ça craint, merde, putain. Ouais, et ça va, ta famille le vit bien et tout. Ah ouais, c'est chaud. T'as pas trop de problèmes avec la justice et tout. Ah, t'es pas censuré, putain, t'as du vol, hein, tu passes entre les mailles du filet pour l'instant. Ah ouais, fais gaffe, non, parce qu'ils nous ont niqué des artistes comme ça, ouais, ils ont été censurés. Hein. Ah ben ouais, ils ont voulu s'exprimer, puis hop, il est parti faire de la moto, puis hop, un camion l'a renversé, quoi. Ah ouais, mais mais faut pas dire ça, c'est complotiste et tout. Il manquerait plus que tu sois complotiste, t'es complotiste en plus. Non, t'es athée, donc forcément non. Ah, l'athée, il croit tout ce qui est dit à la télé, ouais. Pas complotiste, c'est sûr, ouais, c'est clair. Ok, ouais, par contre, fais gaffe, moi je traîne plus trop avec toi, par contre. Ah non, tu crois en rien, mec, je suis désolé, t'es une sous-merde en fait. Voilà, donc je te laisse. Hein. Je préfère aller traîner avec mes potes nazis, non, parce qu'au moins, ils ont des valeurs. Toi, t'es une sous-merde. Allez, ciao. Comme d'habitude, une belle église avec les portes, mais qu'est-ce que. Alors oui, je vous accorde, vous avez des belles portes, les Espagnols. Mais fermées. Encore une fois, fermées. Honte à vous de ne pas assumer votre foi. Espèce d'athée, va. Espèce d'athée. Voilà, ça c'est beau ça. Putain, ça, leurs portes, elles sont belles. Hein. C'est ouvert ou pas là? Putain, mais moi j'ai envie de défoncer une bande de fous, vous êtes des tocards les Espagnols. Je méprise tout un pays simplement à cause de leurs portes fermées. Hein. Le monde irait bien mieux quand on juge plus vite comme ça les gens sur un seul fait. Alors ça grimpe. Mais je suis tellement content d'être enfin dans une sorte de forêt. Putain, le chemin, enfin, pour moi ça c'est le chemin de Saint-Jacques, voilà. Petit sentier dans les bois, quoi. Alors je disais ça grimpe, je prends de l'altitude. Mais étonnamment il fait pas plus froid. Même au contraire. Bon après je dis ça parce que je suis en train de grimper donc j'ai chaud. Mais je crois surtout que les arbres créent vraiment un microclimat. Ils empêchent le vent d'arriver et c'est le vent qui était très frais dans les plaines. Putain, regardez tout un petit texte là. On retrouve les croix sur les grillages. Ouais, donc je disais, en fait paradoxalement je prends de l'altitude, mais vu que je commence à trouver de la forêt, bah, il fait bon, limite il fait bon quoi. Ça c'est carrément cool. Me voici arrivé à Rabanal del Camino.
C'était l'objectif de la journée. Sauf qu'il est tôt. Il est tôt et je me vois pas m'arrêter de suite. Donc je pense les amis, brûler les étapes comme on dit. Hein. Pas m'arrêter ici. Et continuer tout simplement mon ascension parce que là ça grimpe. Donc finalement je vais peut-être faire les 1500 mètres aujourd'hui. Mais je ne me vois pas m'arrêter ici parce que là il est trop tôt pour moi pour m'arrêter. En tout cas c'est un très joli village. Un peu montagnard. J'aime bien les pierres. Beau petit village bien sympa. Il était temps de trouver des villages avec un peu de charisme. Donc finalement je n'aurais fait qu'effleurer ce village. Hein. Je ne m'y suis même pas arrêté pour une petite pause. Je le traverse, je le quitte et j'entame directement déjà l'étape suivante au final. Donc là ça veut dire que je me suis déjà tapé je crois entre 20 et 25 bornes pour aujourd'hui. Mais vous voyez il y a encore du soleil, il fait encore jour, pas envie de m'arrêter. Donc je continue. Il y a un peu des cheveux d'ange. C'est beau. J'ai trouvé une amie pèlerine italienne. On prend de la hauteur, petit à petit. Ça grimpe, ça grimpe. On va pas s'en plaindre, c'est tout ce qu'on attendait. C'est marrant parce que dans ce vlog, je vous ai parlé de l'enfer de Dante, qui était d'un auteur italien. Je me retrouve à parler avec une pèlerine italienne. Comme quoi, l'Italie sera le thème de cette vidéo. Je suis en train de crever en réalité. Hein. Je suis en train de crever. La moumoute, je suis en train de la porter là. Donc là, on fait une petite pause. La pluie est arrivée, il y a un petit abri. On prend de l'altitude, on est dans la brume. Je sais pas pourquoi j'ai pas faim, mais ces derniers jours, c'est marrant, je me force à manger. Là, je me suis fait un œuf dur, un œuf cuit, quoi. Mais même ça, limite, c'est trop, quoi. Un œuf dur. En fait, ça fait quasiment 2-3 jours que je mange plus. Enfin, j'exagère, je mange, je grignote, mais je me fais pas un vrai repas, quoi. Là, c'est joli, ça. On vient de parler de Dante Inferno. Oh, you say the Dante Alighieri? Dante Alighieri. Alighieri. Il étudie à l'école. Ils étudient l'enfer de Dante à l'école. Si ça, c'est pas classe en Italie. Nous, en France, on étudie quoi? Le journal d'Anne Frank. On est de plus en plus dans la brume et la pluie. Et le froid aussi. Mais apparemment, la pèlerine avec qui je marche me dit que il y a un Donativo un peu plus loin. On ne sait pas s'il est ouvert ou quoi. Mais je crois que ce soir, ça va me faire du bien de dormir en dur si on trouve le truc ouvert. Enfin bref, je ne vais peut-être pas dormir dehors sous la flotte en altitude et dans le froid. Donc on vise le Donativo. C'est un peu compliqué là. Hein. Ça grimpe, ça grimpe. Je commence à être fatigué parce que finalement quand tu marches depuis 7 h du matin, il y a un moment donné à 14 h, t'as fait ta journée quoi. 14 h, t'as envie d'un suppôt et au lit quoi. On commence à rattraper la neige. On commence à rattraper la neige. Je suis en train de sympathiser avec l'italienne qui est derrière moi là-bas. Tout à l'heure je me marre tout seul, je lui fais des blagues qu'elle comprend pas parce que en fait vu qu'elle parle italien et moi français, on essaie de se comprendre tous les deux dans un anglais pitoyable. Donc il y a la moitié des phrases qu'on comprend pas, donc j'en suis juste au stade où je lui parle de Mario Bros et des pizzas quoi. Et j'essaie de lui expliquer que l'Italie, pour nous, peuple français, c'est quelque chose qui est lié à notre culture parce que mine de rien, j'ai fait des études en école d'art et souvent quand on étudie l'histoire de l'art, le gros mouvement c'est la Renaissance quoi, la Renaissance, et ça vient souvent d'Italie. La plupart des artistes sont italiens. Et puis même on s'est fait coloniser par Rome, enfin je veux dire c'est Rome qui s'est étendu, donc il y a vraiment un délire. En fait finalement on a beaucoup en commun avec l'Italie,
Et là, des fois, je lui dis, dis-moi en italien ça. Par exemple, je lui disais comment on dit neige en italien. Alors, elle me disait neve, ou je sais pas quoi. Et en fait, on retrouve en italien le latin. Et nous, en français, vu que on va dire que le français c'est une évolution du latin, en fait, quand tu entends de l'italien, c'est vachement joli. Parce que c'est une sorte de langue oubliée. Il y a un petit côté latin, en fait, tout simplement. On retrouve un latin, quelque chose de très chantant. Et du coup, c'est vrai que là, quand tu l'entends parler en italien, c'est une sorte de vieux français, en fait. Et c'est très agréable. Et c'est logique parce que finalement, l'Italie s'est étendue, s'est répandue. Et du coup, on a des restes de ça en nous. Et elle m'a fait rire tout à l'heure parce qu'elle était dans l'effort. Elle disait Mamma Mia. Et moi, je savais pas, ils utilisent vraiment cette expression pour dire que c'est compliqué, quoi. Comme nous, on dirait ah putain, oh, c'est dur. Ou eux, ils disent Mamma Mia, quoi. Pour moi, il n'y a que Mario Bros qui fait Mamma Mia. It's Luigi. Let's go. Bref, du coup, je me marre. On se marre parce que on fait connaissance. Donc, tu fais quoi dans la vie, machin. Je fais des courts-métrages et tout. Court-métraggio. Et un petit côté corse aussi. C'est vrai qu'il y a un petit côté corse dans l'italien. Bon, bref, voilà. Donc, on marche sous la flotte. On essaye de... on passe le temps en parlant. Ah putain, c'est dur aujourd'hui. Hein. Là, de marcher depuis 7 h du mat, je sais pas quelle heure il est là au moment où je dis ça, mais là, il va être 16 h. J'en peux plus, là, j'en peux plus. 16 h, bah ouais, putain, ça fait bientôt 10 h que je marche. Ah, je suis mort là. Une pizza. Bon, là, ça ressemble vraiment à l'Aubrac. Et c'est pas pour me déplaire. J'en pouvais plus de ces plaines, hein. Je me retenais de vous le dire, mais c'était dégueulasse. On arrive à un village qui s'appelle Fonsepadone. Et on cherche un donativo, en espérant qu'il soit au pierdo. Parce que sinon on sera dans la mierda. Comment on dit c'est mierda en Italie? Merde. C'est bonne journée de marche aujourd'hui. On a dû faire une 30aine de bornes, je pense. J'ai vraiment l'impression d'arriver dans le village de Resident Evil 4. Resident Evil 4, quoi. On pense avoir trouvé le Donativo, mais on n'en est pas sûr. Let's go! It's for my shooting video. Move! Bon, c'est ici que je vais arrêter le vlog parce que ça y est, fin de journée, j'ai trouvé un Donativo. C'est parfait, là on est en altitude et c'est cool. Donc c'est exactement l'esprit du chemin que je cherche. C'est vraiment beau, vous avez pu le voir. C'est trop bien, en plus on n'est pas beaucoup, on est peu nombreux. Le lit on les retrouve bien. Super accueilli. Ici en Espagne on est mieux accueilli dans les Donativos que dans les albergues où tu payes en fait. Donc c'est bon, donc là je file à la douche et voilà, j'espère que ce vlog vous a plu, merci de l'avoir visionné et après dodo. Allez, ciao.